Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de l'épisode 10 de la partie 3 de la dernière saison de Bleach qui adapte le dernier arc du manga, la guerre sanglante millénaire. Un épisode qui se concentre donc sur la conclusion du combat entre Pernida Park-Jas, membre de la Schutzwaffel des Quincy, et Mayuri Kurosuchi, capitaine de la 2ème division et de sa vice-capitaine Nemuri Nanago. Un combat que j'ai trouvé très réussi et par extension, l'épisode en général qui a été vraiment une masterclass. C'était un jeu de mots pourri, on passe vite à la suite. Pourquoi je l'ai énormément aimé cet épisode? Simplement parce qu'il a, encore une fois, élevé le combat du manga à un autre niveau, celui de l'animation, et que ce soit en termes de rythme, de seiyuu, d'animation, de réalisation et de musique, pour moi le combat il est nickel de A à Z. Alors pas tout à fait nickel, mais à 99%, le combat est largement amélioré par rapport au manga, grâce évidemment au fait que ce soit animé, coloré et doublé, etc. Donc voilà pour un avis général, franchement c'est un épisode, il ne va pas y avoir grand chose à en dire à part que j'ai trouvé réussi. Le combat est dynamique, il est épique, il y a de l'émotion, il est bien rythmé, il développe correctement la relation entre Nemuri et Mayuri. Et Pernida, voilà, et ça a été l'un des ennemis les plus glauques et malaisants qu'on ait pu rencontrer. Et franchement, à part la CGI qu'on a évoqué avant dans une précédente review, il a été lui aussi mis à l'honneur. Et évidemment que son seiyuu a beaucoup joué parce que je trouve évidemment ses répliques toujours un petit ton malaisant, c'est un petit ton Uncully Valley dans le doublage, et félicitations au doubleur pour cette performance-là, comme celui de Mayuri qui n'est d'autre que le comédien de Freezer. Donc évidemment qu'en termes de charisme et de sadisme et d'excentricité, on est là. Dans mes petits regrets donc que j'ai évoqués avant, on en a trois. Le premier, c'est les petites vignettes inter-épisodes. J'ai trouvé que leur placement n'était pas des plus judicieux, puisqu'en fait, ils coupent un ascenseur émotionnel qui aurait été beaucoup plus impactant s'il n'avait pas été coupé. C'est-à-dire qu'on a le moment où Nemu se révèle, que ce soit en termes d'origin story et de puissance et de force, de ses capacités, elle arrive à complètement démolir Pernida avec voilà, sa force physique et sa technique de division des âmes. Et ce moment-là, il est animé d'une main de maître, franchement, cette attaque-là est parfaitement bien retranscrite et extrêmement impactante. Tu sens qu'elle a envoyé une boule de pression spirituelle comme as, qui l'a complètement explosé, le mec en face. Non, vraiment, ce moment était parfaitement maîtrisé. Et juste après, donc, elle tombe, après avoir lancé cette attaque sûrement extrêmement épuisante. Et là, il y a Pernida, en fait, on se rend compte qu'il est vivant, on se fait « Oh mon dieu !» Et là, hop, il lance sa nerf sur Nemu. « Oh mon dieu, elle va mourir !» Bam, elle explose, et là, on est choqué. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû avoir les petites vignettes inter-épisodes. Pour nous laisser ce moment de montagne russe émotionnelle. Parce que là, concrètement, on a le moment où on fait « Waouh, incroyable, elle a réussi à vaincre Pernida. » Pause. Et c'est après qu'on a « Oh mon dieu, Pernida est encore vivant et il vient de tuer Nemu. » Vous voyez, c'est comme si l'ascenseur commençait à monter au dernier étage, d'un coup, il s'arrête pendant 15 secondes, et après il redescend. Et c'est vraiment dommage, pourquoi ça semble être rien du tout dit comme ça. Mais comme c'était sur vraiment le moment clé de l'épisode, c'est pour ça que j'y mets autant d'importance, parce que comme c'est un moment clé, j'estime que ce genre de moment doit être absolument parfait, et c'est le seul reproche que j'ai à faire. Ensuite, il y a quelques pages du manga qui ont été malheureusement absentes, notamment celle où on a Mayuri qui dit à Nemu va-t'en pour la sauver, pour la prévenir, et en fond, on a la main qui utilise Matufuzai, donc la technique pour changer sa peau et avoir de nouveaux nerfs, en fond, et qui est extrêmement menaçante et qui s'apprête à attaquer Mayuri, et c'est à ce moment-là que Nemu fait un job de l'espace pour sauver Mayuri. Je mettrai sûrement les pages en question sur la vidéo, et la deuxième page c'est celle où on voit les trois mains mitrailler Mayuri. Ça aurait été, je pense, une image absolument divine à adapter et à montrer. Sinon, en termes de musique, on a quelques remixes avec des nouvelles paroles et quelques petites sonorités différentes. Pour moi, ça me va. J'aime bien ce côté, on reprend les anciens, mais on essaye quand même de faire un peu de neuf. On n'essaye pas de se reposer dessus. Et voilà, globalement, c'est un combat qui est réussi. Et maintenant, on en vient à la philosophie et à la motivation de Mayuri qui sont donc dépeintes ici. Et on comprend que la Mayuri, c'est le rêve de la progression éternelle, l'avidité de connaissances pour s'améliorer, devenir plus performant et évoluer sans cesse. On est vraiment dans cette optique d'évolution permanente vers quelque chose de meilleur. Donc on est vraiment sur un peu le mythe d'Icare, mais sans se brûler les ailes, puisque le but c'est d'améliorer continuellement les ailes pour pas qu'elles se fassent brûler. Et Nemu, c'est vraiment les ailes de Mayuri qui lui permettent de vivre ce rêve, comme il le dit, puisque c'est son propre rêve,
Donc avec le flashback de Nemu, on comprend mieux la philosophie de Mayuri, qui est donc de progresser continuellement, et pour lui, la meilleure façon de progresser continuellement, c'est de créer un être qui peut évoluer et apprendre tout seul, et ce en partant de rien, donc un être artificiel, totalement artificiel comme Nemu, et on comprend qu'en fait, la forme de perfection qu'il recherche, c'est celui d'un individu qui s'améliore en permanence, et qui évolue en permanence sans jamais s'arrêter. C'est pour ça qu'il a cru pendant l'espace d'un instant que Nemu était parfaite, et que c'est pour ça qu'il vivait ce rêve éveillé qu'on nous évoque continuellement. Et c'est pour ça que Nemu, elle, pour prendre son indépendance, évoluer toute seule, va s'émanciper des attentes de Mayuri en prenant ses propres initiatives, en réfutant ses ordres, en palliant ses défauts. Et c'est pour ça que Nemu a non seulement rempli les attentes de Mayuri, mais les a également surpassées. Et c'est pour ça que la mort devient beaucoup plus choquante, à la fois pour nous en tant que spectateurs, parce qu'on se dit que les vice-capitaines sont relativement safe, parce que c'est davantage les capitaines qui meurent. Donc non seulement c'est choquant pour nous, mais ça l'est encore plus pour Mayuri, et là on se rend compte que merde, il vient de perdre énormément, il vient de perdre son rêve en fait, en quelque sorte. Il s'est dit mince, j'ai échoué. Et évidemment, on a tout le yaeus de l'illusion de Seizel Aporo, parce que bon, c'est un délire que Mayuri se met dans la tête, hein. Il n'y a pas vraiment une lame de Seizel Aporo qui vient lui parler, qui explique un peu texto ce qu'on doit comprendre nous en tant que spectateurs. Donc là, j'ai pas grand chose à en dire. La scène est très bien retranscrite encore une fois en animé, et j'aime beaucoup évidemment la dynamique donc, qui a été instaurée et qui ne sera plus donc entre Nemu et Mayuri, parce que j'aime beaucoup le stoïcisme et la platitude de Nemu. Évidemment, platitude en termes de caractère, hein. Elle n'est pas plate pour autre chose si vous voyez ce que je veux dire. Et l'excentricité et le côté fou de Mayuri, et évidemment que leurs échanges, leur dynamique est très délicieuse à écouter, à regarder. Ce qui rend évidemment le combat beaucoup plus... Ce qui lui donne un côté attachant à ce duo, et ce qui rend encore plus dommageable évidemment la mort de Nemu. Et on comprend aussi que Mayuri a toujours cette rengaine contre Kisuke Urahara, parce que c'est celui qui l'a libéré de prison et qui l'a intégré au bureau de développement technique. Donc on sent qu'il y a évidemment ce côté surpassé Kisuke Urahara. Donc ce qui a pour but d'humaniser beaucoup plus donc le savant fou du Gotei 13, ses motivations, sa philosophie, à quoi il aspire, et pourquoi il reste avec les Shinigami. Parce que techniquement parlant, il n'a rien fait de mal, mais il a été emprisonné parce que ses recherches étaient trop extrêmes. Et maintenant que j'en parle, c'est peut-être le destin qu'aurait pu avoir Aizen s'il n'avait pas fait, s'il n'avait pas fait de faux semblants. Parce que Aizen le dit au moment de sa trahison, personne ne m'aurait accepté si j'étais resté moi-même. Donc ce savant qui cherche à créer un monde tel qu'il doit être. Comme il le dit à Kisuke Urahara à la fin de l'Arc Soul Society, peut-être qu'il aurait fini comme Mayuri, donc enfermé pour y avoir des idées trop dangereuses. Quoi qu'il en soit, on sent que voilà, Mayuri a Kisuke Urahara dans son cœur, enfin dans son esprit, que c'est quelqu'un d'important puisque c'est celui qui l'a libéré, donc c'est comme celui qui lui a donné une chance de prouver que voilà, ses aspirations n'étaient peut-être pas aussi dangereuses pour le Gotei 13. Et on a évidemment la fin donc, du combat avec Pernidai qui avale le corps de Nemu, enfin les restes du corps de Nemu, dans une scène des plus immondes et des putrides dégueulasses qui soient. Et évidemment, tout était prévu en fait, ou plus ou moins. Mayuri a en fait mis en place dans le corps de Nemu des cellules qui s'autodupliquent pour qu'elles continuent d'évoluer en permanence. Et si tu n'as pas le cerveau qui va avec, donc en l'occurrence le cerveau de Nemuri, tu exploses. Voilà, tu exploses en 1000 morceaux. Donc le Shinigami sort vainqueur de ce combat assez amoché et ayant perdu sa vice-capitaine. Ce qui est rare d'ailleurs parce que j'ai pas le souvenir d'une vice-capitaine qui meurt jusqu'à maintenant. Moi si j'ai un trou de mémoire et en fait il y a d'autres vice-capitaines qui sont morts. Quoi qu'il en soit, le combat a été respecté, il a été sublimé, donc franchement impeccable. On assiste à la fin du combat, enfin à la scène post-combat avec la résurrection entre guillemets des zombies. Donc là on se rend compte que Mayuri, sans lui, le Gotei 13 il serait dans la merde parce que grâce à lui, il vient de dézombifier 2 membres des Shinigami et il va soigner également Kenpachi Zaraki et il va se soigner. Donc évidemment une petite scène très sympathique où on voit les Shinigami en train de remercier le savant fou du Gotei 13. Et en même temps c'est normal parce que c'est lui qui a apporté le plus grand soutien logistique à la Soul Society en plus d'avoir battu plusieurs ennemis. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il se fait enfin accepter et mieux remercier par le Gotei 13, puisque comme je l'ai dit avant, il en était toujours exclu, un peu à part et même enfermé. Un développement de personnage tout à fait pertinent et réussi. Et puis bah j'attends la suite avec impatience encore une fois. Et
on a une petite scène post-générique totalement inédite, où on voit les Bambi Girls en train de se battre contre les soldats du roi des esprits. Donc on apprend que voilà, toutes les Bambis ont été zombifiées en dehors de Giselle. C'est avec la grosse mâchoire. Moi ça me fait plaisir, moi je les aime bien, ces petites Bambis SS archers. Et j'ai hâte de les voir dans les prochains épisodes, puisque le prochain va être sur la conclusion du combat de Kuraku et de l'île Barreau. Et les deux derniers seront donc focalisés sur les Quincy, et c'est vraiment la partie encore une fois qui m'attire le plus, et donc j'ai hâte de voir l'adaptation. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo review, portez-vous bien, ciao.